Merci Francis de nous avoir invités. On est absolument ravis. Comme on l'a dit, on est très peu habitué à cet exercice. Donc en fait, on ne sait pas si ça va durer un quart d'heure ou 2 heures. Donc ce sera un peu la surprise. Et voilà, on va essayer d'éviter un petit peu l'ennui, de vous expliquer un peu vite fait d'où on vient et un petit peu vers où on va. Donc on a choisi un panel de projets qu'on ne va pas forcément raconter jusqu'à la poignée de porte, surtout pas, mais plutôt qui s'inscrivent dans une recherche, une démarche globale, et donc qui sont support à les thématiques qu'on va développer. Donc je vais laisser la place à Jérôme qui va introduire. Merci Karine. Bonsoir à tous. Bon, moi évidemment, je remercie tout le monde d'être ici, Francis Rambert de nous avoir invités, c'est un immense honneur. Et pour moi c'est une émotion toute particulière parce que il se trouve que mon grand-père était architecte, il s'appelait Jacques Sigwalt et il était co-auteur de ce bâtiment. Il était co-auteur, enfin il était associé minoritaire de Carlu. Et donc il est un petit peu avec moi ce soir, là. Il est peut-être même intervenu dans le design de cette salle. C'est possible, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait ici. En tout cas, il a fait partie de l'équipe de conception. Voilà, c'était un petit hommage personnel à ma famille. Bien, bon, je tiens à préciser que ça a sauté une génération. Mon père n'était pas architecte et on n'a pas été favorisé plus que ça par ce statut de petit-fils d'architecte. Et en fait, tout a commencé, on peut le dire, Karine, sur une friche SNCF à 7. On était encore étudiants, on s'est réunis en groupe, comme les jeunes se réunissent pour faire un groupe de rock. Nous, on a décidé de faire un groupe d'archi. Et dans nos premières quêtes, dans nos premières balade un peu à la Stalker, on s'est retrouvé sur une friche qui aurait pu être celle-là. Bon, c'est pas exactement celle-là, on n'a pas retrouvé les photos. Et c'est là qu'on a eu nos premiers émois, nos premières révélations au sujet de ces lieux qui sont constitués a priori de pas grand-chose, de la nature sauvage, des dalles de béton recolonisées, d'asphalte, des petits hangars en ruine, des petits transformateurs en béton. Tout ça, un paysage assez modeste, plutôt très modeste. Et pourtant, il se passait un truc, il se passait une émotion. Et quelque part, ce lieu avait la grâce. Et donc on a approfondi un petit peu la chose, on l'a relié à ces peintures d'Hubert Robert, qui représentaient plutôt de l'architecture noble, mais elle-même en friche, en ruine. Et c'était évident qu'il se dégageait là-dedans un romantisme assez saisissant. On en tirait une sorte d'analyse, mais... Karine, On n'est pas très entraînés. Donc voilà, de cette friche est né, en fait, on a trouvé notre logo. En fait, le logo, c'est un moment passé. Donc on cherchait un nom de groupe. Voilà, et du coup, on a trouvé ce logo sur un wagon SNCF. Et en fait, c'est le début de notre histoire et on ne l'a jamais quitté. Donc, et ça nous suivra, je pense, jusqu'au bout. Parce que ces moments nous ont portés et nous portent encore aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, on s'est appelé il y a à peu près 20 ans le groupe K. Aujourd'hui K Architecture. Donc on a tiré quand même une petite analyse, on va dire pédagogique, sur le topic. Le topic, c'est la réponse la plus utile, la plus évidente à une question. Là, en l'occurrence, un topic rural, 4 murs, un toit à double pente, le minimum utile et finalement une sorte d'évidence et qui, en plus d'être évidente, s'inscrit dans le territoire, dans le paysage d'une manière assez sublime, on va dire. On a aussi l'équivalent
industrielle, à droite. Toujours l'architecture de l'utile, du nécessaire, au nu de la fonction, pardon, avec un matériau issu, j'imagine, du plus simple, du plus pratique, et de ce topique. Quand on le conjugue de manière culturelle, on en sort, à notre sens, un archétype. Donc on va au-delà de l'utile, on cherche à lui donner un sens, une esthétique. Là, c'est un travail de Philippe Dujardin, magnifique travail, sur l'archétype. À gauche, l'archétype plutôt basique, populaire, la maison à toit de pente, et à droite, l'archétype du hangar. Et cet archétype, ou plutôt ce topique, quand il atteint une sorte de forme pure et évidente et qu'il s'inscrit dans son contexte de manière assez sublime, on pense qu'il atteint l'état d'icône. Là, c'est le modèle carrément mystique. C'est la grâce. C'est évidemment ce qu'on va rechercher pendant toute notre vie d'architecte. J'espère qu'on l'atteindra un jour. Donc après cette première expérience commune, on passe à l'acte. Et on s'inscrit à un concours, l'Europan. L'Europan qui nous amène dans un quartier très populaire, à Saint-Denis, Aubervilliers, exactement tout près de cette photo que Doisneau a pris quelques années avant nous, avant notre passage. Mais finalement, le décor n'avait pas tellement changé. Et là, on voit la zone en photo aérienne. Bon, avec notre projet, notre intervention, mais on sent ce tissu urbain complètement hétéroclite et composé effectivement lui-même de topiques. Le topic pavillon de banlieue, le topic petite maison modeste de ville, le topic hangar, le topic petite usine. Et tout notre projet va s'attacher à garder ce quartier intact avec toutes ses qualités, ses vertus. Donc en fait, c'était l'idée d'intensifier le quartier, mais de le réurbaniser, mais avec finalement son propre langage. Donc on a proposé une réinterprétation du langage et de nouveaux usages. En poussant jusqu'au manifeste, on va dire, l'image à l'extrême, c'est-à-dire qu'on avait réinterprété le petit pavillon de banlieue en faisant un relevé topographique de ce qui était des petits pavillons conservés, et on s'immisçait dans les petites lanières laissées, et puis on installait une ligne de force active avec ce qu'on avait appelé des hangars verticaux. Donc encore une interprétation, mais sans forcément réinventer tout. On disait que la banlieue devait avoir sa fierté et assumer finalement un charme qu'on trouvait à cette banlieue. Alors, on a gagné et on est monté à Paris. Matelas sur le toit, et donc on pensait que notre vie allait changer. Et on a rencontré donc la directrice de l'urbanisme de l'époque à Aubervilliers, qui nous reçoit et qui dit vous ne savez pas faire de l'architecture, vous ne savez pas dessiner des façades. Vous faites de la banlieue à la place de la banlieue. Et puis, bon voilà, vous avez compris. Et donc, remercie, au revoir. On la remercie, oui, et on était ravis de ce rendez-vous. Mais on a fait quand même, merci Jean-François Pousse, qui était directeur à l'époque de la revue Théa, on a quand même fait la couve de Théa. Donc on était quand même très fiers, même si nous n'étions pas des architectes. Et elle nous avait même dit, mais vous mettez même des poubelles sur vos images. Bon, en fait, je pense qu'elle n'avait pas lu les textes, et puis donc en même temps, on avait tout déménagé, donc on était à Paris maintenant, on connaissait personne.
Et c'était un bel accueil, en fait, donc c'était assez sympathique. Bon, on l'a jamais revu, évidemment. Donc on s'est dit, on va quand même avancer, on va essayer de faire des choses. Mais c'était un premier pied dans une certaine réalité, mais en même temps on était quand même très très contents parce que ce projet avait, on va pas développer aujourd'hui, mais vraiment intéressé la critique et avait ouvert certains débats justement sur le devenir de la banlieue. Et voilà, je pense qu'on a laissé des petites traces à l'époque. Voilà. Et c'est à la suite de ce projet qu'on va dire qu'on a une deuxième révélation, c'est que on pouvait avoir une approche complètement narrative de la conception architecturale, c'est-à-dire déjà comprendre les histoires qui se passent sur le lieu. En l'occurrence, dans ce quartier, on y avait repéré une vraie urbanité, des vraies histoires d'êtres humains qui habitaient là depuis des décennies, de génération en génération. Même si ce quartier ne ressemblait pas vraiment à de l'architecture ni à de l'urbanisme, tout ça avait une valeur, une vie et surtout une valeur sentimentale. Donc on a pris l'habitude à ce moment-là de visiter les lieux et de s'imprégner de leur histoire et d'en faire de la matière pour concevoir une partie de nos projets. Et même quand il n'y en avait pas, parce qu'il arrive qu'il n'y en ait vraiment pas de matière, on peut arriver dans des ZAC périphériques où il y a des champs de patates sans aucun patrimoine, aucune accroche. Et là, les histoires, on les invente. Donc on a continué la thématique en faisant de temps en temps des propositions libres, dont celle-là, donc Art Suite Hotel, qui proposait, donc toujours sur le thème de la friche, d'utiliser les friches de la SNCF. Donc c'était un terrain qui fait partie de la ZAC Masséna aujourd'hui, juste en face de l'hôtel de Perrault. Donc le projet mélangeait, c'est un hôtel industriel en fait qui mélangeait l'habitation et les lieux de travail, mais en réutilisant la poésie du lieu toujours. Et donc de la structure des poteaux SNCF, on en faisait le support de ce projet, et en respectant le sol originel. Et je vous laisse découvrir celui qui nous a piqué le terrain aujourd'hui. Donc je ne dirai pas le nom. Voilà. Donc tu vas suivre une série de variations sur l'archétype. C'est devenu notre truc. On maîtrise à mort tout ce qui est friche, industriel, tout ce qui est terrain vague, tout ce qui est nature sauvage. C'est devenu notre matière de prédilection. Et effectivement, encore aujourd'hui, on est convaincu que c'est une matière plus que noble et plutôt pleine de potentiel, pleine de mystère et pleine de vertu. Pardon. Un des premiers projets fondé sur l'archétype, une petite maison de vacances en Corse. Archétype, une petite bergerie en pierre sèche, toute simple, qu'on va construire simplement sur un tapis de pierre aussi. Des pierres prélevées in situ, pourquoi aller plus loin ? En plus, il n'y a pas mieux pour se fondre dans un contexte que d'utiliser sa propre matière. Donc un filet, un tapis de pierre, et dessous, tapis sous ce voile minéral, on va dire le reste de la maison. Elle, d'écriture plutôt moderne et plutôt rationaliste. Alors ça, c'était un petit projet à Saint-Jean-de-Bruel. Donc, on avait une pseudo-commande du maire, qui ne s'est évidemment pas concrétisée à l'époque. Mais donc, on s'installait au bord d'une rivière, dans un petit village absolument charmant, au bord d'un cimetière. Et donc, on avait développé un principe de longère pour installer un boulodrome avec une petite guinguette, un petit bar entre les terrains, et toute la peau était faite en osier tressé. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est un autre exemple.
Alors ça, c'est notre seule œuvre d'art à l'agence, alors il fallait qu'on la montre. Oui, donc forcément, un jour, on est poussé par un de nos assistants à assister au vernissage de 2 jeunes photographes, Meffre et Marchand, on ne connaissait pas à l'époque. Et on tombe en extase, forcément, devant cette photo grand format de cette halle située en ex-RDA, sous la neige, évidemment à moitié en ruine. Et forcément, c'est le symbole de notre production. Donc elle trône dans notre agence depuis une dizaine d'années. Ça, c'est un concours, un projet récent qu'on a gagné, qui devrait se construire. Et on voit qu'il est directement inspiré du travail qu'on vient de voir. Il s'agit toujours d'un archétype, voire un topique, qui est la poésie de la ruine, qui s'effeuille, fait d'ardoise, posée en diagonale, encore plus patrimonial que le petit village dans lequel il se trouve, Ermenonville. Ermenonville qui accueille le parc Jean-Jacques Rousseau, mondialement connu. Et donc ça va devenir un centre culturel lié à ce parc, une résidence d'artistes. Et non seulement il s'effeuille, mais on a essayé d'appuyer justement cet effet d'effeuillement avec des tuiles en inox qui simulent, qui renforcent en fait l'idée d'effeuillage et de percement et de cette peau qui est à moitié en ruine. Alors ce jour, évidemment, le paysage est en friche, les prés sont naturels. D'autres représentations. Donc ça, c'est un autre projet, donc dans dans la même série archétypale. En fait, je vous le montre avant parce que c'est les référents avant. C'est un centre culturel à Quimper, juste mitoyen du théâtre de Quimper. Et donc, on a proposé une halle en 3 archétypes. Et on a repris l'idée, on s'est inspiré des colombages donc, très présents à Quimper. Donc, sans le côté évidemment opaque. Et donc, c'est toujours. On aime bien travailler aussi sur la dédensification ou la redensification. Donc, on va du clair vers l'obscur. Donc, encore une déclinaison de ces principes. Un petit zoom, tout en bois. Et un autre type d'archétype. Je vais laisser... Alors c'est un projet assez récent, c'est un internat pour un lycée en région parisienne. Et là, le référent, enfin l'histoire qu'on s'est inventée, parce que sur site, il n'y avait quasiment aucune matière patrimoniale sur laquelle jouer. Donc on s'est inventé l'histoire d'un campus néo-gothique, plutôt anglo-saxon. On pensait aux films d'étudiants anglo-saxons, à Scream, et à ces lycéens qui pourraient s'y faire des mondes et rentrer chez eux le soir en une sorte de pavillon un petit peu effrayant. Et donc voilà, c'est au-delà de la blague, hein, c'est quand même fondé sur des principes quand même assez rationnels. Sa forme n'est pas gratuite. On voit les petits schémas en bas à gauche. Il demandait des toitures photovoltaïques. Donc on l'a crénelé pour qu'on puisse développer la surface de réception de l'énergie solaire. Ensuite, on a enlevé des petits morceaux pour allonger le linéaire de façade, pour donner le jour à un maximum de chambres. Ensuite, on a creusé leurs flancs pour éclairer les circulations intérieures. Et enfin, on a planté tout ça pour arriver à cette forme. Une forme néo-gothique, dont les petits motifs, je ne sais pas si vous avez remarqué, sont des Space Invaders. Ils sont quand même le symbole de la culture des jeux de vidéo dont les ados et post-ados sont très sensibles, quoi.
Donc ça, c'est une petite médiathèque à Condé-sur-Lescaut. Et donc ce Condé-sur-Lescaut, c'est une ancienne cité Vauban, et donc c'est un territoire marqué par les terrils et puis les mines. Et donc il reste encore quelques chevalements comme ça, qui étaient en fait les portes d'entrée un petit peu des mines, et puis leur petite fierté aussi. Et donc on s'est vraiment inspiré de ces chevalements pour donner vue aussi, enfin pour créer un belvédère, pour donner vue sur les terrils. Et puis en installant la médiathèque qui traversait un canal inutilisé. Et donc avec une forme assez... Alors c'est là où on va y venir, mais on est toujours dans des formes assez simples, mais avec des formes massives, on va dire, mais là avec un jeu d'une peau très très légère, donc en bois. C'est un ponton en fait. Et donc toute la médiathèque s'est installée sur 2 niveaux. Donc évidemment on a perdu, mais en fait... on s'était dit qu'on perdrait de toute façon et qu'il fallait y aller à fond, donc c'était le maître mot dès le début. Et on a pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est toi. Alors ça, c'est un projet qui a encore une belle histoire. C'est Bernard Desmoulins qui a été invité pour faire une cinquantaine de pavillons dans un golf dans le parc du Vexin. Et il s'est dit non, 30 pavillons tout seul, ça n'a pas de sens. Je vais inviter des archis que j'aime bien pour les faire avec moi. On va se partager, je vais en inviter 3-4. Et on va se les partager, on va faire une architecture à la fois qui dialogue et qui a sa singularité. Et donc on a été très flattés puisqu'on a fait partie des équipes invitées. Et donc imaginez le site, c'est le parc du Vexin, c'est un ancien domaine seigneurial, un seigneur de campagne, hein, avec le château, les dépendances, et il manquait en gros le hameau des Serres. Et nous on a inventé le hameau des Serres pour loger les futurs golfeurs. Une petite peinture d'Hubert Robert au passage, hein. Vous avez compris, on aime bien. Et ça a donné ça. Or, derrière le projet de Bernard, on ne le voit pas, il est caché par les arbres. À droite, il y a le projet de Vincent Parera. Il est caché par le bord de l'image. Non, ils étaient trop bons par rapport à nous. On les a cachés. Donc voilà ce fameux hameau de serre moderne. Toujours ce travail sur l'archétype, bien sûr. Alors il s'agit de maisons jumelées qu'on va assembler sur le territoire, un petit peu comme on veut. Voilà l'une d'entre elles, les 2 premiers golfeurs. Ils sont très heureux d'avoir acquis cette maison. Qui n'auront jamais. Non, c'est pas vrai, c'est pas encore enterré. C'est encore un projet en cours. Donc une typologie à court. Donc ils sont tranquilles, il y a plein de golfeurs autour, mais eux ils sont tranquilles chez eux dans leur piscine. Il y en a même qui font des piscines biotopes. Alors un autre projet qu'on a livré il n'y a pas longtemps, donc c'est un centre de loisirs à Courbevoie, dans un quartier un peu particulier parce que c'est au pied de la Défense, mais dans ce petit bout de Courbevoie il subsiste un petit bout de quartier de petites maisons, le quartier du Val-Caron, donc où il y a une vingtaine de maisons qui se battent pour garder l'identité de leur quartier. Et donc, en fait, on a travaillé justement pour appuyer cette identité, donc avec un assemblage archétypal. Alors, le programme, il y avait une petite salle de théâtre, une petite qui se trouve dans la première cabane. On appelle ça cabane, même si c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai. Et le mur d'escalade, donc on
un petit peu grimpé en hauteur dans ce qu'on appelle la volière. Et donc un projet très simple, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le contexte qui va avec en fait. Et il y a des contrastes assez forts, donc ça c'est la défense juste derrière, on voit le CNIT juste un peu plus loin. Donc voilà, c'est encore une déclinaison des archétypes. C'est un projet on a essayé de développer c'était une demande, la biodiversité, alors des cabanes à oiseaux, tout ça. Et donc on a poussé cette poétique un petit peu rural, presque rural, jusqu'au panneau acoustique de la petite salle, en faisant des perforations en papillon. Donc on est très fiers de ça. Moi, je dois ajouter que ce bâtiment est extrêmement bien abouti et réalisé. Et on le doit à Émilie Bourdier, notre chef de projet, qui est là. Big up pour Émilie Bourdier. Encore un petit archétype. Après, on arrête les... Je crois pas, non. Un archétype réalisé, celui-là, aussi. Alors, il s'agissait de faire un conservatoire de musique, enfin une école de musique intercommunale qui est située au milieu de toutes les communes qu'elle concerne, donc au milieu des champs. Bien que ce soit à Granville, qui est au bord de la mer, on ne peut pas imaginer une seconde qu'on est au bord de la mer à 2 km. On est en pleine campagne. Et c'est exactement le genre de contexte qu'on adore. Et on s'est raconté l'histoire d'un petit couvent rural qui aurait peut-être été reconverti par des fermiers, et puis enfin par nous en école de musique au milieu des champs. Elizabeth Taylor dans son premier rôle. Jérôme Sylvel dans son le berger du coin. Alors voilà, les champs de blé pour poser un bâtiment, pas mieux, c'est du pur bonheur. Alors du coup, on a essayé sur notre propre parcelle, évidemment, dans nos prescriptions, on a demandé un prêt naturel que le prestataire qui était le jardinier municipal a transformé en prêt de je ne sais quel fabricant industriel de prêt à fleurs là. On était obligé de masquer un petit peu à Photoshop tellement il était kitsch. Et donc on a rajouté, tant qu'à faire, ces petits personnages d'une toile de Ingres. La matière est du cuivre pré-patiné qu'on espère que tout le monde va lire sans arriver à dater vraiment son âge et son origine. Elle va se patiner encore plus avec le temps. Donc un petit couvent avec ses petites chapelles. Un peu de photos d'intérieur quand même. On fait pas que des bâtiments extérieurs. Donc là c'est le hall à droite. Toutes les parties communes sont très brutes d'expression technique et constructive, alors que les salles sont beaucoup plus soft, beaucoup plus embourgeoisées, beaucoup plus douces, surtout acoustiquement. La grande salle d'orchestre, avec ses placards acoustiques variables. Et enfin, la vue de derrière, parce que le bâtiment s'enchâsse dans un petit coteau, et donc le coteau monte sur le bâtiment, et lorsqu'on le voit par derrière, on ne distingue que ces 4 chapelles. Alors, une autre série archétypale qui est la déclinaison d'un palais de justice. On a été invité pour le palais de justice de Foix, qu'on a gagné, puis on l'a perdu. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc on a décliné du coup le principe de colonnade, mais plutôt donc en fait la tendance d'aujourd'hui c'est d'adoucir un petit peu quand même l'image des palais de justice. Et donc on a travaillé plus sur la forêt que sur la colonne. Donc avec une suppression aussi du socle très
très ostentatoire. Et donc, en fait, on passait sous le bâtiment pour rentrer et arriver dans la salle des pas perdus qui distribuait toutes les salles d'audience. Toutes les salles d'audience, voilà, sur un terrain assez pentu. Et donc, voilà, finalement, c'est toujours sur... on n'essaye pas de réinventer toujours, mais on part toujours d'une histoire donnée pour s'en raconter une autre. On ne fait jamais tabula rasa. Voilà, un autre type. Alors on monte en puissance dans l'archétype. Là, il s'agit d'installer un lycée, un énorme lycée pour la région Languedoc-Roussillon, près de Béziers. Comme ça, le lycée régional, il doit être au milieu de plusieurs villes, et donc il se retrouve au milieu de la Garrigue, à côté d'un petit hameau avec un mas séculaire et vernaculaire. Et donc on se pose la question, mais quoi faire quand même, poser 25 000 mètres carrés au milieu de nulle part, dans la nature? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche à cette échelle, dans un lieu pareil? Et on s'est dit, très vite, les châteaux cathares, le palais des papes, le palais des rois de Majorque à Perpignan. Tout ça sont des bâtiments qui, effectivement, quelle que soit leur échelle, marchent dans ce genre de contexte. Donc, on a cherché à développer l'archétype du palais fortifié. Ça a donné ce que vous voyez, avec un plan très rationnel, à 2 cours. Alors, ce qu'on a appris, c'est que la Garrigue, qu'on trouve très juste et très traditionnelle pour le paysage du sud de la France, est une version en fait de la forêt complètement dégradée, de la forêt primaire complètement dégradée. C'est une forêt qui a été meurtrie, qui a été rasée plusieurs fois, brûlée, et donc elle a perdu énormément de sa fertilité, et le sol s'est appauvri. Donc dans ces 2 cours intérieures, petite anecdote, on a reconstitué la forêt primaire du midi de la France. Donc voilà ce travail sur les façades. On a mixé le Palais des Doges et un bâtiment néoclassique parisien sur un bâtiment relativement rationnel et même très rationnel, avec un système. Alors, il faut dire qu'Édouard François venait de livrer son hôtel Fouquet's, près des Champs, et on a vu qu'on a été assez influencé par son travail, parce qu'on trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je le dis publiquement, son hôtel Fouquet's, c'est un chef-d'œuvre, et donc on s'est dit, c'est possible. Donc on s'est attaqué un petit peu au même langage, pas par le même procédé, puisque nous c'est un procédé quasiment photographique, qui est une micro-perforation du béton, qui avec la lumière donne une image. Ça va ? Ça fait 35 minutes qu'on est là. Vous tenez le coup ? De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes là maintenant. Donc... Là, je m'apprête à me lancer dans un tunnel. Là, je vais boire un coup. Le tunnel Globalia. Karine va aller boire un verre. Et donc ce principe d'archétype, on l'a appliqué aussi à la ville. Ça a donné ce projet prospectif, cette on va dire, recherche architecturale permanente qu'on pousse dès qu'on a un petit peu le temps à l'agence. Et alors ce projet, il rassemble tous les enjeux contemporains de la ville, les enjeux développement durable, mixité, pour être sérieux, parce qu'on est plutôt... tout ce qui est programmatique, technique, pour nous c'est des choses acquises, c'est des notions dont on ne parle pas. Mais parfois quand même il faut les énoncer pour rassurer les gens. Et donc il est question de limiter l'étalement urbain, bien sûr. Il est question de mixité sociale et fonctionnelle, de trames vertes, de corridors de biodiversité,
de raccourcir la distance de circulation, notamment rapprocher les lieux de production vivrière et évidemment réduire l'empreinte écologique de manière générale. Alors nous, on l'a fait de manière culturelle et non techniciste, parce qu'aujourd'hui la tendance est de résoudre tout ça de manière technique, et on pense qu'on peut le faire tout simplement de manière culturelle, simplement en reproduisant ce qu'ont fait les anciens. Parce qu'on fait les anciens était tout à fait adapté, était tout à fait efficace et respectait beaucoup plus qu'aujourd'hui l'environnement, la biodiversité et consommait beaucoup moins d'énergie grise. On est parti sur un autre principe, c'est que aujourd'hui, la ville s'étale de manière vraiment boulimique. Et l'objectif était de la densifier un maximum. Donc projet Globalia, 98% de territoire épargné, et de manière un petit peu prétentieuse, 99% d'urbanité retrouvée. Un petit retour en arrière. Donc quand Canaletto peint cette toile il y a 300 ans, la place Saint-Marc avait déjà 200 ans. Elle était dans cet état-là depuis déjà 200 ans. Donc ça fait 500 ans, puisque ça c'est une photo récente, ça fait 500 ans qu'elle a exactement la même forme. Cette ville classique, quasiment antique, on va dire, a absolument résisté avec héroïsme à l'évolution, à toutes les évolutions de la société et de la civilisation. Paris, pareil, bon, même si cette représentation n'a que 140 ans. Rome, pareil, celle-là n'a que 50 ans. New York, qui est une ville classique aussi, ici représentée en 1984, pareil, a résisté à des mutations encore plus violentes. Et pour revenir à New York, aujourd'hui, New York, dans sa densité, loge 260 habitants au mètre carré. À l'hectare, pardon. Et pourtant, ça en fait une des villes les plus attractives, les plus urbaines et les plus heureuses du monde. Alors inversement, quand Monet peint les environs de Paris, Argenteuil en particulier, il y a 140 ans, voilà à quoi ça ressemblait. Pardon. Aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble, quasiment au même endroit. Donc aujourd'hui, 86 000 hectares sont artificialisés chaque année. 86 000 hectares, parce qu'on fait n'importe quoi, on s'étale n'importe comment, et on fait ça, quoi. Ça ressemble à rien. Donc elle se répand sur le territoire avec une voracité sans précédent, et en particulier sur les terres agricoles. Et donc notre projet Globalia imagine un moratoire. On arrête tout ça, on fige toute urbanisation nouvelle et on les concentre sur les routes nationales, sur les voies historiques, en particulier les routes nationales, éventuellement départementales. On part de ce postulat et on cherche une portion de la nationale 7 en partant de Paris, libre. On la trouve à 30 km de Paris pour reproduire en quelque sorte la ville classique, la ville dense, suivant sa forme la plus familière et finalement la plus désirée. Parce que où on a envie de vivre, tous, parisiens que nous sommes et même ruraux, on a envie de vivre dans les centres-villes et plutôt classiques, et nous plutôt dans le tissu haussmannien. On n'a pas du tout envie de vivre au fin fond du 13e dans des tours, même si elles ont été faites par des potes architectes plein de talent. On est d'accord. Ils répondront après. Donc voilà cette portion de National 7 entre Pontivy et... J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Coudray et Pontivy. Sur laquelle on va poser cette fameuse ville dense, sur laquelle on va remailler l'écosystème,
on va garder la nature existante, on densifie la ville historique, qu'on transforme en boulevard, et l'agriculture reste autour, préservée, et si possible, on la cultive de manière suivant le principe de l'agro-écosystème. Parce qu'aujourd'hui, les champs céréaliers, c'est tout sauf de la nature, on est bien d'accord. Donc Globalia, on a pris un objectif un peu inférieur à New York. On a décidé d'en faire que de loger 250 habitants par hectare, soit 12 500 habitants pour 1 km, et ici il y a 3 km, donc ça fait 37 500 habitants. C'est pas rien. Sachant que la France se peuple de 350 000 habitants chaque année, il suffirait en fait de bâtir 28 km de Globalia pour les loger tous. 28 km de Globalia, c'est 1400 hectares. Comparé aux 86 000 hectares qui sont urbanisés chaque année, ça fait une économie de 98%. Donc cette ville, on parlait d'archétype classique, bah oui, nous on adore la ville classique, en particulier certains quartiers qu'on trouve magnifiques. Donc pourquoi aller réinventer quelque chose qui existe déjà? Donc on prend nos quartiers les plus... ceux qu'on préfère, on les mixe, on les extrude, on les mixe, on les extrude, on les taille de manière à développer les supports de réception de panneaux photovoltaïques pour répondre à l'énergie durable, aux besoins d'énergie durable, mais dans l'autre sens, parce qu'on a remarqué que quand on les taille de manière à se mettre face au soleil, et ben ça marche très bien, sauf que le voisin qui est au nord, il est complètement dans l'ombre. Donc on a fait l'inverse, on monte les façades au sud très haut, et après on les biseaute vers le nord pour que le voisin de derrière puisse profiter lui aussi du soleil. Et ensuite on les fait varier, parce que quand même la ville, c'est un petit peu d'inouï, un petit peu d'aléatoire, donc on fait varier ça de manière aléatoire. On en tire une matrice qui fait à peu près 200 mètres par 200 mètres, et cette matrice, on l'applique à ce collage de tissus existants qu'on a simplement reproduit en plan. Et donc tout ça, c'est fait par la machine, c'est un logiciel qui fait ça automatiquement, et ça donne ça. Donc en haut à droite, vous voyez le skyline de Globalia. C'est pas du tout dessiné, c'est un rendu aléatoire. Bon, aléatoire, un petit peu guidé. En bas, vous avez la façade sur, on va dire, l'élévation de Globalia sur vue des champs. Pardon. D'accord. Donc voilà, ça a donné notre archétype de ville historique, dense, qui répond à tous les objectifs environnementaux et tous les enjeux sociaux du moment. Je pense qu'on est tous bien d'accord, la ville historique reste le modèle le plus prodigue en termes d'exaltation sociale, culturelle et économique. Donc là, c'est la vue de l'avenue principale, l'ex-National 7, qui est maintenant l'avenue nationale Eugène Delacroix. Là, vous avez l'avenue Théodore Géricault, la diagonale. Toujours l'avenue Théodore Géricault, avec ce bâtiment d'origine complètement aléatoire, qui est quand même assez subjugant. Ça, c'est la rue Monica Vitti, un peu plus étroite, un peu plus intimiste. Et ça, c'est les environs de Chailly, qui est sanctuarisé grâce à Globalia. C'est resté tel quel depuis Millet. Là, ça marche aussi aux États-Unis, pas de souci. Toujours la même chose depuis 1848. Bon, on se souvient d'Argenteuil en 2013. Et voilà ce qu'Argenteuil serait si on avait construit Globalia à la place de ce qu'on a construit. Donc, on va arrêter un petit peu sur les archétypes, on fait une pause. Et on travaille aussi sur la matière et la massivité.
Alors là, c'est un vieux projet. Il y a une douzaine d'années, on était encore plus petit qu'aujourd'hui. Et on a été invité au concours international pour faire le Great Egyptian Museum. Donc c'était une sacrée aventure. Alors, non, il faut que tu précises que c'était un concours open hein, et qu'on était 2000 à répondre. Non, il est un peu marqué. On était 1350. C'est pas mal déjà. Et une lettre un jour coincée sous notre porte, voilà, un peu étrange, là, nous disant qu'on était invités. Évidemment, on n'y croyait pas. Et puis on était invités aussi en même temps que Jean-Christophe Quinton, qui a fait aussi le concours. Et à tel point qu'il m'appelle et puis il me dit t'as reçu la lettre? Et puis là je lui dis, il m'a fait une seule blague, il est en train de c'est lui qui a écrit la lettre, il me fait un poisson d'avril, je sais pas quoi, et je voulais pas le croire, et donc je dis arrête de raconter des bêtises là, c'est pas drôle. Et du coup, et en fait on était invités tous les deux, et voilà, ça faisait je sais pas combien, 100 000 mètres carrés, un truc absolument gigantesque, et donc sur un site assez incroyable, à 1,5 km des pyramides, qui reçoit aujourd'hui, puisqu'il y a un gagnant, toutes les collections d'égyptologie, et puis les chercheurs, et puis centre de conférences, enfin un programme absolument gigantesque. Pharaonique. Et on a proposé, donc c'est au pied du désert de Gizeh, et donc on a installé, en fait on a fait une grande stèle en béton, par la même occasion une grande ombre, et donc le projet se décline en plusieurs parties. Donc cette stèle accueillait tous les bureaux des chercheurs, donc elle était creusée de petits patios, et puis on enfouissait toutes les œuvres dans le sable, et en fait cette plaque était au niveau du désert, et donc on imaginait bien donc le sable glisser dessus et puis tomber sur la concrétion de salles, en fait le musée en lui-même qui est enfoui. Donc les pyramides. En fait, on a réinventé la plus grande nécropole antique d'Égypte. Voilà, qui était même protégée par cette stèle mégalithique de 400 mètres par 400 mètres. 400 mètres, c'est 4 terrains de foot. Hein. Et on a imaginé qu'elle avait été découverte récemment uniquement par l'érosion de la vallée du Nil, qui érode petit à petit la vallée et donc le plateau. Et le site était effectivement à flanc de plateau quand il ressemble à une magnifique dune pure de 30 mètres de haut. Alors, évidemment, on a un peu idéalisé le site parce que, en fait, au coin, là, donc c'est un peu les ZAC de là-bas, mais alors c'est des giga-ZAC, et c'est absolument monstrueux, donc c'est énorme, et en fait, on aurait bien aimé l'effacer, mais en fait, on a fait comme si ça n'existait pas, parce que ça nous ennuyait un petit peu, et donc on s'imaginait vraiment être au bord du désert, qui est juste derrière quand même, hein, mais c'est un petit peu de gâchis juste là. Donc voilà cette grande ombre, et donc il y avait tout un parcours pour aller au musée. Et donc je ne vais pas tout expliquer, c'est quand même assez complexe, mais donc ça c'est à gauche, donc c'est l'étage des chercheurs dans la stèle, et puis au niveau au-dessous, donc c'était l'accès à la logistique, mais aussi on crée des failles, des grands escaliers taillés dans la roche pour accéder au musée. Et donc sous le sable, enfoui, donc un dédale de salles, une espèce de labyrinthe avec des ambiances très fortes, avec parfois très très peu de lumière et d'autres plus éclairées au flambeau. On s'éclate en fait. Voilà. Et donc voilà. Et donc le schéma un peu de la complexité de ce projet qui était absolument gigantesque. Alors ce qui était rigolo, c'est quand on a reçu la lettre et qu'on a fait le projet, on s'imaginait vraiment
que peut-être un jour on serait millionnaire. Et un petit coup de panique quand même, et on s'est dit, bon, il faut appeler un gros bureau d'études, parce qu'on peut pas, évidemment, il y a beaucoup de travail, on ne peut pas y aller seul, et donc je vais taire le nom de ce bureau d'études assez énorme, et on les appelle, et donc on explique un petit peu, et le mec nous dit, ben ouais, ok, et puis votre code secret, c'est quoi? Ben, je dis, ben, il est secret. Et, ah oui, non, c'est parce que, en fait, il voulait avoir notre code secret pour savoir si on avait des chances de gagner. Donc ça, c'était une autre réalité d'aujourd'hui. Et donc, on lui a raccroché un petit peu au nez, puis on a changé de stratégie. Donc on a perdu, évidemment, mais ce qui était quand même rigolo, c'est qu'on a amené la maquette, c'est-à-dire on a fait un voyage assez incroyable, donc c'était la première fois qu'on allait au Caire, et on a fait du chameau, et ça, c'était vachement bien. Donc c'était quand même une très très belle aventure. Quelques années plus tard, Il n'y a pas longtemps. l'année dernière, on a invité, face à Bernard Desmoulins, encore une fois, à répondre à l'extension du musée national médiéval de Cluny, du Moyen-Âge, pardon, de Cluny, qui est rien d'autre que le projet de poser un bâtiment sur les vestiges gallo-romains des anciens termes romains, au cœur de Paris. Juste ça, tout simplement. Donc, quoi faire face à ce poids, à cette pression historique, patrimoniale? Qu'est-ce qu'on est par rapport à cet héritage? Comment se positionner? Bon, très vite, on a décidé de s'effacer par une forme la plus neutre possible, le cube, et par une matière la plus noble possible, le bronze, la matière des sculpteurs, Rodin, tout ça, et une matière pas trop massive, évidemment, pour qu'elle n'écrase pas son site. Et donc on est arrivé à ça, une sorte de brique de cuivre qui se pose, qui se stratifie comme tous les sites de ce type qui parlent de stratification d'histoire. Elle se stratifie doucement pour ce bâtiment principal, pour finalement s'alléger vers le site. Et est-ce que tu veux enchaîner, pardon? Oui. Voilà, donc un bâtiment très neutre qui joue, lui, de massivité, mais une massivité transparente. Une massivité transparente, comme j'ai dit tout à l'heure, pour s'alléger et pour quelque part s'effacer humblement face au poids patrimonial de l'histoire du lieu. Alors il s'agissait aussi de prévoir une couverture d'une des salles des anciens termes, que l'on a écrite de la même manière, mais de manière inversée. La stratification, elle, se densifie vers le sol. Petite subtilité qui était essentiellement due à la protection des vues des passants, parce qu'à cet endroit-là, le boulevard est extrêmement bruyant, extrêmement hostile, et donc on ne peut pas se balader dans ce lieu historique sans être agressé par les passants et par le son, et donc ça se densifie vers le sol pour le protéger, le plonger dans l'intimité, alors que le bâtiment d'accueil, lui, était voué plutôt à la transparence au niveau du sol pour donner une vue panoramique sur les vestiges. Alors, une petite réalisation donc, qui a été suivie par Émilie, qui est dans la salle. Donc, c'est un centre
de recherche, d'études archéologiques à Soissons. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un CCE. C'est un programme un petit peu nouveau, c'est-à-dire que c'est des réserves. Donc il y a aussi tout l'enchaînement, ils nettoient les œuvres, ils les étudient. Donc soit ça va dans les réserves et soit ça repart dans les musées. Mais la particularité, c'est que les réserves doivent être visibles de l'extérieur. Donc comme une espèce de galerie où on verrait à l'intérieur de réserve, mais on ne peut pas rentrer dedans. Donc c'est un site quand même très patrimonial, puisque c'est dans l'ancienne abbaye de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, avec une tour quand même assez imposante et absolument magnifique. Donc vestige du XIe siècle. Et donc on a proposé d'enterrer une partie des réserves et d'émerger juste avec en fait, le parcours de l'œuvre, c'est-à-dire son nettoyage, les quelques bureaux, et puis après elle va dans les réserves, et de créer une grande faille le long des réserves en jouant sur le relief du site pour qu'elle soit visitable et visible de l'extérieur. Donc un projet tout en cortène avec un rapport assez particulier. Donc on voit la grande faille. Alors le sol de la faille ne devait pas être en béton, mais on a enterré quand même la moitié du projet et on a découvert une super nappe phréatique. Après coup, bien sûr, donc une fois qu'on a gagné, et donc on a quand même réussi à faire du béton étanche, qui était... Enfin, ils n'avaient pas fait ça encore en France, qui a été exploré en Allemagne et tout ça. Donc, mais maintenant, je crois qu'ils n'ont plus l'accord, donc on verra si ça prend l'eau ou pas. Mais ça marche plutôt pas mal jusqu'à présent. Donc là, c'est les réserves avec cette grande galerie, donc très très brute. L'idée, c'était pas de faire du tout un musée, donc c'est vraiment palette et puis grosse étagère avec les œuvres étudiées. Voilà, pardon. Donc c'est un peu un inclassable, mais c'est un travail sur la massivité, mais surtout sur la manière dont on s'installe sur un site et puis la matérialité qui prend. Et voilà, très simple. Un autre projet que... Nous sommes à 1 heure là, tenez le coup. Ouais, on va aller plus vite. Donc encore un travail sur la massivité et également sur l'archétype. Un centre culturel à Laval, il s'agit de reconvertir un ancien hôpital couvent, qui a été couvent avant hôpital, ou les deux en même temps. Et ça devient un énorme truc, cinéma, médiathèque, CCE, école d'art, enfin, complexe énorme, que le maître d'ouvrage n'a lui-même pas trop bien maîtrisé, et ça n'aboutit à rien, mais on a quand même eu le temps de faire un projet, de décliner en particulier la salle de cinéma, là, qu'on voit au premier plan en bas à gauche, qui est un exercice de style sur la réinterprétation, évidemment, d'un ordre classique d'une voûte à double berceau. Alors, dans le genre, c'est entre massivité et archétype. Évidemment, les projets croisent les thématiques. Mais là, c'est un archétype de boîte à chaussures. C'est une salle de rock qui est à Ris-Orangis, et donc on a pris la forme la plus basique. Donc c'est en périphérie de Ris-Orangis, dans une nouvelle ZAC qui doit être construite aujourd'hui. Et donc on n'a pas réinventé la forme, donc, mais par contre on l'a anobli de sa matière, donc c'était une forme extrêmement simple. Et on a travaillé sur un billboard géant pour que cette salle de concert, qui est quand même mythique, qui s'appelle le plan 1, aujourd'hui ce sera le plan 2, puisse être visible de très très loin. Alors, on a gagné, et puis on a perdu. Alors là, je vais vous raconter quand même. C'est juste que le maire a démonté le jury, parce qu'il était minoritaire, il s'est débrouillé pour démonter le jury, et il a dit « Moi vivant, ce projet ne sera pas dans ma ville ».
Il a le droit en même temps. Mais donc on a reperdu après. Donc voilà. Merci monsieur le maire. En même temps, on n'avait pas envie de bosser faut pas le nommer. avec lui. Voilà. Donc un autre projet, on va qui est un peu plus vite. Ouais, un travail aussi sur la massivité transparente. On était un petit peu au début de cette exploration. En plus, la matière, on l'a pas vraiment maîtrisée. Il y a une anecdote assez drôle, on la raconte? Bon, vite fait, parce qu'il faut, vous en avez marre là. Oui, parce qu'on travaille en général aussi la matière, et là il se trouve qu'on avait prévu du cuivre, et qu'au rendu de concours, notre traceur a merdé, et les images sont sorties hyper rouges. On voulait exprimer du cuivre neuf, les images sont sorties rouges, et une fois gagné, quand on leur a expliqué que ça pouvait pas être rouge comme ça, le cuivre, ils nous ont dit non, on a choisi un projet rouge, on veut du rouge jusqu'au bout. Donc, vous voulez du rouge? Ouais, ok, alors on va choisir un rouge entre le Ferrari et le orange signalétique. Vous allez être servi. Non, c'est une blague, mais on respecte évidemment notre maître d'ouvrage, mais c'est vrai qu'on y est allé à fond, et c'est de l'aluminium thermolaqué, ça ne nous ressemble pas. Mais bon, finalement, la massivité, elle est toujours là. Non, il faut dire que ce qui est important, c'est que on partage la place publique avec un énorme centre commercial. Je ne vous dirai pas le nom des architectes. Vous chercherez, Kremlin-Bicêtre, centre commercial. Et donc on a vu le projet qui doit faire, je sais pas, 20 fois plus que la médiathèque. Donc au bord de la RN7, il fallait un peu claquer en même temps. Bon, là, c'est vrai qu'on claque pas mal, mais en même temps, tout le monde le voit. On le voit un peu là. Ils ont doublé leur inscription à la médiathèque, là, ils sont très très contents. Et en fait, c'est vrai que le maire, quand il a vu la couleur, il m'a convoqué à la mairie. Et il m'a dit, je vous préviens, donc il n'était pas content, et je déteste la couleur. Bon, c'était déjà tout commandé et tout ça. Et en même temps, maintenant, on en blague, parce que maintenant, il s'en sert de cette couleur, il est très content. Et il m'a remercié d'avoir fait ce choix à l'époque. Voilà. Donc on va pas, voilà. C'est aussi un travail sur. Ça pourrait être un équipement industriel finalement, et c'est un projet à pas beaucoup d'argent, et donc très très brut dans ses intérieurs. Voilà. Un autre projet à Corté qu'on a fait 2 fois. On a fait le même projet. Parce qu'il y a eu un recours de je sais pas quoi, ils ont refait le projet, on a été payé 2 fois pour faire le même projet, c'est cool. Vous l'a raconté 2 fois aussi. On l'a raconté 2 fois. non, quand même. Et donc on a perdu, parce que de toute façon c'était pour le Corse, qui avait le bar du village, et qui était pote avec le maire, mais on le savait à l'avance. Et qui roule en Porsche Cayenne. Et il y a des baskets fluo. Et donc voilà. Donc c'était quand même une très belle aventure, parce que le site est absolument sublime. C'est dans la citadelle de Corté, et l'idée, c'est de faire le programme était de faire une salle de spectacle dans la muraille, complètement enterrée. Et donc là, pour une fois, là, on a essayé d'être extrêmement léger, puisque la massivité nous était offerte. On aurait pu l'appuyer, mais là on a décidé vraiment de créer une émergence en grande terrasse, avec donc juste le bar et la salle d'expo à ce niveau. D'ailleurs, on a entendu après que dans les critiques de la ville, c'est qu'on installait le bar avec une trop belle terrasse, parce qu'évidemment celui qui a gagné, comme il avait le bar du village, ça pouvait lui faire concurrence si on gagnait. Donc il y avait un problème. Donc là, il a gagné, donc il a 2 bars, mais voilà. Donc c'était quand même assez rigolo dans ces critères-là. Donc ça, c'est le type de programme qu'on aime beaucoup. Et voilà, les salles de spectacle, vous en verrez d'autres. Il faut savoir que ces vues-là sont des vues théoriques, personne ne voit ça. Qui était demandé. C'est des vues aériennes. Ce que les gens vont voir, c'est ça et ça. C'est-à-dire une vue lointaine, le projet... est là. Et la vue de proximité, qui est vraiment une vue en contre-plongée. Et donc la massivité du rempart, avec le projet qui s'efface sous 2 lignes d'ombre.
Un projet assez récent, alors on s'est attaqué aussi à la tour. Alors la tour, c'est par essence un exercice de style sur l'abstraction, enfin, normalement. Donc on s'est régalé à s'essayer à ce style. Évidemment, on a bossé dans la massivité transparente, thème qui nous est cher aujourd'hui. Et cette massivité, elle a pour matérialité de la terre crue. Et ça en fait le bâtiment en terre crue le plus haut du monde, 108 mètres. Bon, évidemment, la terre crue n'est pas complètement structurelle, elle habille l'exostructure métallique, mais elle a quand même un rôle bioclimatique, puisque par phénomène d'évapotranspiration, elle récupère l'humidité de la nuit pour la restituer le jour à l'air en emportant avec elle l'excès de chaleur. Donc un plan qu'on a cherché, à affiner son impact dans sa lisibilité dans le site pour avoir des flancs très très fins, tournés vers la ville, un peu plus large, tournés vers la gare de TGV qui vient d'être livrée par AREP. Cette tour est destinée à une cité administrative destinée à l'administration des ports nationaux du Maroc. Donc elle trône sur son territoire, le port de Casablanca, avec son restaurant panoramique réservé à son personnel, logé à 100 mètres de haut, au-dessus duquel... au-dessus duquel on peut voir ici la crèche du personnel. Et la terrasse de la crèche du personnel, à une centaine de mètres de haut, qui domine leur ville. Ah. Hop là. Ouais, un dernier projet, toujours massivité transparente. Un parking, plus exactement une centrale de mobilité. Une centrale de mobilité, c'est plutôt en fait une centrale de rétention de voitures, parce qu'elle va en fait servir un écoquartier sur l'île Saint-Denis, et les gens sont invités à laisser leur voiture à l'entrée du quartier pour le parcourir ensuite à pied, à vélo, de manière douce et tranquille. Et donc on a été invité à concevoir cet ouvrage de 130 mètres de long qui traverse l'île de part en part et qui fait écran à une énorme centre commercial qu'on distingue sur la gauche ici. Oups, je me suis trompé, qu'on distingue là. La façade est au nord et elle fait face à toute une batterie, excusez-moi le terme, de logements, de promoteurs, mais des logements de qualité. En gros, il n'y a que des copains en face qui construisent. Et donc, comme c'est que des copains, on n'allait pas leur faire un sale coup. On a essayé de faire un bâtiment qui ne gâche pas leur vue. Et on a travaillé avec de l'inox pour envoyer la lumière de la voûte céleste, pour, malgré être au nord, avoir un bâtiment assez lumineux, assez magique, qui renvoie, comme c'est des tôles pliées, qui renvoie un reflet reconstitué du contexte un peu abstrait. C'est bon ? Oui. Moi, je vais aller très vite, 1h10. parce que j'en ai marre, là. C'est bon. Donc ça, c'était le Centre international du graphisme à Chaumont, qui a gagné Stéphane Maupin, qui est là, mais il a reperdu après. Il vous expliquera. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc encore sur voilà, une recherche de matérialité très forte et puissante. En fait, on aime bien on cherche en fait à retrouver l'émotion qu'on peut avoir voilà, face à ces natures qu'on croise voilà, dans la ville ou ailleurs et qui nous pince un petit peu le ventre. On cherche, un jour on y arrivera, et c'est un peu notre quête. Francis me disait,
On s'en fout de ce que vous faites, on sait ce que vous faites. Bon, on a montré tout ce qu'on faisait parce qu'on a que ça, mais quelle est votre quête? Bon, notre quête, c'est de chercher l'émotion. Donc on fait des recherches comme ça, et là, on a travaillé sur un béton ajouré avec un motif, c'est comment donner de la lumière, mais sans perdre cette idée massive. Et il voulait un signal assez fort, donc c'est un quartier de gare. Donc le signal, on l'a grimpé un petit peu haut. Puis bon, c'est Stéphane qui a gagné. On n'a pas mis son projet. Alors, je dois préciser que le motif, paradoxalement, donc on a cherché la massivité, le béton, l'archétype du bâtiment industriel réinventé. Et ce motif, paradoxalement, est un motif d'architecture à treillis métalliques. Et c'est là où on a commencé à multiplier les opérateurs de lecture, à brouiller un peu les pistes. Donc imprimer dans du béton un motif de structure métallique, ça nous a paru être assez intéressant et renforcer assez efficacement l'identité industrielle de ce bâtiment. La vue, on leur a laissé une vue, la vue panoramique sur les toits. Donc un petit zoom sur le travail de la façade. Et Saint-Nazaire. Puis après, on vous laisse tranquille. Vous pouvez partir sans poser de questions, vous n'êtes pas obligés. Donc le théâtre de Saint-Nazaire, qui est aujourd'hui notre plus gros projet construit, donc dans la même thématique. Donc, alors, c'est un site assez particulier parce que c'est une ville complètement qui a été complètement détruite et puis reconstruite. Et le site sur la petite croix rouge là, donc se trouve à côté de l'énorme base sous-marine indestructible, et donc avec un site un peu hétéroclite, un peu nouveau quartier, vieux quartier. Donc tout ça est en train de changer, et le projet s'installe sur le vestige de l'ancienne gare d'Orléans, qui était très symbolique pour la ville et ses habitants. Et donc, avec ce patrimoine, donc il fallait absolument rentrer par les arches et utiliser donc les pavillons dans le programme. Donc, un peu compliqué parce que c'est un théâtre, c'est assez axial. Et puis là, on sort de l'axe. On était obligé de se décaler. On n'avait pas le droit de construire sur une partie de la nef. Donc, c'est un projet très massif, qui n'est pas, on peut dire, hyper élégant formellement, très élancé, tout ça, mais qui finalement a très, très peu d'argent, et donc, mais qui suit finalement la fonction, c'est-à-dire la cage de scène. On voit la cage de scène, on est plafonné à tant de mètres, et puis la salle, et tout ça est gourmand, mais on a décidé de rester à l'os, et c'est comment anoblir cette forme, et comment anoblir le béton. Alors, c'est un pari, le béton, parce qu'il y a la moitié de la ville qui déteste le bunker, et l'autre moitié qui l'aime pas, mais qui est quand même attachée. Donc le béton, c'est quand même assez lourd pour eux, et donc le pari, c'était de redonner une nouvelle image à ce béton, presque précieuse. Et alors c'est très prétentieux, on ne veut pas faire un monument, mais de s'installer fortement dans la ville et pour longtemps. Donc là, on voit les vestiges de la gare d'Orléans. Donc on a travaillé sur un béton avec un motif surdimensionné, des vieilles tapisseries des soirées qu'on trouve dans les vieux théâtres, notamment parisiens. Et sur une signalétique à Luciole qui un peu brouillée comme ça, qui vient s'installer sur le béton. Et donc voilà cette façade. Alors on fait un mur, hein, c'est vraiment, ça fait 25 mètres de haut. Une autre vue, et puis donc les espaces intérieurs, quand même assez très bruts. Une vue sur les flancs du bâtiment. Et donc il y a une partie le motif est perforé, donc pour éclairer le foyer de la salle. C'est un béton porteur, ce n'est pas
Voilà, c'est pas une doublure. Et on a prolongé ce principe dans la salle de spectacle, avec donc les murs sont. On est impressionné parce qu'on a travaillé avec un très bon acousticien qui s'appelle Altia, et scénographe Changement à vue, avec qui on travaille sur tout ce type de projet. Et on est très content, enfin ils sont très contents de l'acoustique, et ça, quand on fait une salle, c'est vraiment vraiment une fierté. Voilà. Donc la salle, je vais passer vite. Donc là, on voit au nu de la fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de rajouté, rien de surcapoté, hein. C'est très brut. Et donc la cage de scène, donc c'est une machine incroyable. En fait, c'est très, très inspiré aussi finalement c'est une zone industrielle qui l'est encore très fortement. Et effectivement, on habille une machine de dingue, vertigineuse, voilà. Et c'est la fin. Merci beaucoup de votre patience. Un petit mot. Il y avait un petit mot de conclusion, si tu me le permets. Ah, moi je dirais après là. Oui, je dirais que au fil de notre parcours, ça fait quasiment 20 ans, on a passé effectivement par le cap des archétypes. C'est-à-dire on a travaillé sur le référent, on va dire, pittoresque, et on l'a poussé de plus en plus vers l'abstraction. Et il nous semble qu'aujourd'hui, en fait, s'il existe une note bleue en architecture, la note bleue, et peut-être qu'on peut revenir au thème de la grâce, je pense que ça se trouve vraiment à la limite entre le minimalisme et l'abstraction, quand à la limite de perdre le référent pittoresque. Bon, finalement, j'ai plus rien à dire. Non, je vous remercie. Je remercie encore Francis de nous avoir invités. Je suis très soulagée de ce que là s'est passé. On était très stressés, mais là, ça va mieux. Tu vas boire un coup et tout, ça va être cool. Et donc, merci d'avoir eu cette patience. Et voilà, tu disais vers où on va. Donc là, on s'est raconté, enfin, on était obligé de se raconter un peu, mais je reviens sur l'émotion. On n'est pas encore arrivé. Mais cette quête de provoquer de l'émotion, évidemment pour soi-même déjà, c'est important et c'est pas évident. On n'est pas toujours fiers, des ratés. Le chemin est très très long, mais c'est aussi quand c'est une émotion partagée. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on en a encore pour longtemps avant d'arriver à cette possibilités ou ces possibilités de grâce. Voilà. Merci. Bravo. Et ouais, je vous remercie tous, parce que je crois qu'en nombre, on a battu Vincent Parera. Merci d'être venu. C'est pas vrai.